Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour la dernière activité du calendrier 2013-2014 de l'Association des économistes québécois, section de Montréal. Aujourd'hui, on va parler des inégalités de richesse et plus précisément des impacts que ces inégalités-là ont sur notre économie, sur notre société. Un sujet qui n'est pas extrêmement populaire auprès des chercheurs en économie, auprès des économistes. Un sujet qui, par contre, est de plus en plus répertorié dans les médias depuis quelques mois. Plusieurs recherches ont publié, certaines se contredisent. Il y aurait, à cause de la croissance des inégalités de richesse dans nos sociétés, des impacts sur notre croissance économique. Et c'est pour ça qu'on s'y attarde de plus en plus. C'est pour ça qu'entre autres, le président Obama a dit qu'il voulait augmenter le salaire minimum, pour ça que l'Allemagne a dit qu'il voulait instaurer prochainement un salaire minimum. Bref, grand intérêt dans nos sociétés, et nous aussi on s'y intéresse, on veut savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a invité deux spécialistes de la question. On est très fiers qu'ils soient avec nous, qu'ils aient accepté. Alors, dans l'ordre de présentation aujourd'hui, M. Nicolas Zorn, chargé de projet à l'Institut du Nouveau Monde, et M. Éric Pinault, professeur en sociologie à l'université, à l'UQAM. Alors, messieurs, à vous. Et bonjour à tous. Comme Valérie l'a dit, je suis chargé de projet à l'Institut du Nouveau Monde. Je suis responsable du... Je ne suis pas responsable du micro. J'essaie de m'en tenir loin. Je suis responsable à l'Institut du Nouveau Monde du rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales. C'est une vaste démarche délibérative qui dure 2 ans, on est rendu à mi-chemin. Et l'Institut du Nouveau Monde a pour objectif de favoriser la participation citoyenne au Québec. Et puisque les inégalités sociales touchent le Québec, touchent l'ensemble des pays développés, c'est pour ça que nous avons pris cet enjeu pour en faire un rendez-vous stratégique. Et comme plusieurs politiques publiques qui ont été mises de l'avant dans les 10-20 dernières années ont permis de constater la participation citoyenne, mieux vaut avoir les citoyens de son bord que ne pas les informer, aller de l'avant vers le projet, créer de l'opposition et que finalement le projet n'aboutisse pas. Je suis également chercheur à mes heures au niveau des inégalités de revenus. Je me spécialise sur particulièrement la fiscalité et les revenus du 1% au Québec. Et certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire certains de mes billets sur le blog de l'Association des économistes québécois. Je vais commencer la conférence en posant une grande question. Quel est le but de la vie? Rien de moins. Je n'ai pas la réponse à cette question. En fait, je pense que chacun d'entre vous avait certaines idées de ce que ça représente, quel objectif chacun d'entre vous voulez-vous fixer. Mais une chose est sûre, c'est que l'économie est au cœur de ces enjeux. Et qui dit économie dit distribution de ressources. C'est pour ça que les inégalités de revenus sont pertinentes. Qu'on veuille les réduire ou pas, sont pertinentes dans plein de facettes de notre vie. Qu'est-ce qu'une inégalité? Commençons par le commencement. D'un point de vue mathématique, c'est une distance, un écart entre 2 points. D'un point de vue économique, on parle d'un écart de ressources entre individus, entre sociétés. D'un point de vue social, c'est plus particulier. Mais on parle d'un écart entre individus. Une inégalité sociale, lorsqu'il y a beaucoup d'inégalités sociales au sein d'une économie, au sein d'une société, il y a un écart entre les personnes. Les gens ne fréquentent plus les mêmes écoles, ne fréquentent plus les mêmes lieux. La définition que je préfère utiliser pour inégalité sociale, c'est une inégalité qui ne provient pas des efforts, des talents et des choix des individus. 2 personnes identiques partent d'une situation différente, n'arrivent pas au même résultat. Bon, il y a certains qui disent que les inégalités et la pauvreté, c'est la même chose. Je tiens à clarifier quelque chose sur ce point. Lorsqu'on parle d'inégalité, il y en a plusieurs définitions. Pas tout le monde a la même. Et
la pauvreté en est un aspect, la richesse extrême aussi, classe moyenne, sa taille, sa distribution aussi. L'écart entre les riches et les pauvres est une sorte d'inégalité. L'écart entre les mieux nantis et la classe moyenne également. Et l'écart entre les moins nantis et la classe moyenne aussi. Ce sont ces distances entre les individus dont je préfère parler lorsque je parle d'inégalité. Et lorsqu'on parle de ressources, lorsqu'on parle d'écart de ressources, souvent on parle de ressources matérielles. Les revenus, la richesse, le patrimoine. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, je parlerai presque exclusivement d'inégalité de revenus plutôt qu'inégalité de richesse parce que ce sont celles-ci qui ont généralement augmenté. Si ça continue, ça se peut que l'inégalité de ressources, de richesse, on doit en parler plus, mais on n'est pas encore rendu, du moins pas au Québec. Mais il y a également les ressources sociales et politiques, vos réseaux de contacts, votre capacité en tant qu'individu ou en tant que groupe à influencer le processus politique. Ces ressources-là ne sont pas également réparties entre les individus. Et finalement, les ressources symboliques. Avoir un diplôme, avoir un prix Nobel, ça ne vaut pas quelque chose. Et pourtant, c'est une ressource qui a son poids, qui permet d'avoir accès à d'autres ressources. Et c'est pour ça que ces ressources sont toutes interreliées. Alors oui, on peut parler d'inégalité de ressources matérielles, mais il faut aussi avoir ces autres éléments en tête. On a beaucoup parlé d'inégalité depuis la crise. Le problème ressort toujours plus souvent en période de récession. Mais étonnamment, de plus en plus, dans les 2 dernières années, il y a un consensus qui émerge. Les inégalités ont augmenté depuis le milieu des années 80 et elles sont néfastes. Ça, c'est un constat qui est partagé par l'OCDE, par le FMI, l'Organisation internationale du travail, le Forum de Davos et Léopold Lozon. Ce qu'on voit ici, ce sont la plupart des pays de l'OCDE avec leur coefficient de Gini de 85 à 2008. On voit une augmentation dans la plupart des cas. Le coefficient de quoi? Le coefficient de Gini. Un coefficient de Gini de 0 veut dire que toutes les ressources au sein d'une société ou d'un groupe sont réparties de manière absolument égale. Coefficient de Gini de 1 veut dire que toutes les ressources sont rassemblées au sein d'une seule personne. L'avantage avec cette mesure, c'est qu'elle permet de mesurer approximativement les écarts de revenus, de richesse ou autres écarts au sein d'un groupe. C'est bon pour mesurer le milieu, mais pas les extrémités. Pour ça, ça prend d'autres mesures. Toutes les mesures des inégalités sont imparfaites. Elles sont comme un lampadaire, elles permettent d'éclairer un point et laissent dans le noir le reste. Parizeau avait déjà dit, on l'a repris de quelqu'un d'autre, les économistes sont comme les personnes qui ont trop bu et qui cherchent leur clé là où le lampadaire éclaire parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Et le Québec là-dedans, mais comparativement au Canada, le Québec fait pas si pire. Le Canada, comparativement aux États-Unis, fait pas si pire en termes de pauvreté, d'inégalité de revenus du Gini et la part du 1% le plus riche. Est-ce que tout est mieux dans le meilleur des mondes? Pas nécessairement. On voit ici l'évolution du coefficient de Gini des revenus de marché, tous les revenus du privé. Le revenu total avec les transferts, ce qui inclut la RRQ, ce qui inclut l'assurance emploi, et le revenu après impôt. On manque 2 choses. L'écart est de beaucoup réduit avec les transferts. 70% de la réduction des inégalités vient des transferts et non de l'impôt. Par contre, l'impôt permet de plafonner par le haut les inégalités, alors que les transferts permettent de remonter le bas. On remarque une autre chose. Depuis 10 ans, pas mal d'avoir augmenté. Mais plusieurs éléments qu'on peut souligner, on peut avancer quelques raisons, notamment la hausse du salaire minimum en termes de dollars constants et la prime au travail, baisse d'impôts pour les familles, équité salariale, les garderies subventionnées, qui ont permis une hausse de la participation des femmes sur le marché du travail. Et on voit
elles ont presque atteint la parité avec les hommes en termes de participation, pas d'équité, mais de participation. Donc, cette révolution, elle est presque terminée. Ce qui signifie que si les inégalités continuent à augmenter, la participation des femmes sur le marché du travail, la hausse, ne pourra plus compenser. On ne pourra plus doubler le taux de participation des femmes sur le marché du travail une seconde fois. Il y a aussi une hausse de l'endettement des ménages qui a eu lieu pendant cette période, qui doit être soulignée. Il y a eu peu de gains de revenus. Ça, c'est l'évolution des revenus avant et après impôt, du 1% le plus riche, du 99% le moins riche au Québec, mis sur une base 100. 82 à 2011, ce qu'on voit la ligne en noir, c'est les revenus après impôt. On voit que dans les deux cas, les revenus après impôt, les gens payent moins d'impôts ou plus de revenus. Mais concrètement, le revenu marchand, le revenu privé, du 99% le moins riche, est au même point qu'il était en 1982. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'études qui disent que à partir de 95, 96, 98, le taux de chômage a baissé, les revenus ont augmenté, la participation des femmes a augmenté également. Ben, c'est en quelque sorte pour rattraper. Qu'est-ce que je viens de faire? OK. C'est en quelque sorte pour rattraper. Voyons. Rattraper la perte qu'il y a eu de 82 à 95. La pauvreté, par contre, le Québec fait bonne figure. Puis 2000, rappelons-nous, il y a eu une loi sur la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale qui a été passée, qui a célébré ses 10 ans l'an dernier. Il y a 3 indicateurs, et Statistique Canada dit qu'il n'y a pas un indicateur qui est meilleur que l'autre, mais ces 3 indicateurs permettent de mesurer la pauvreté, et on voit qu'elle a baissé au Québec, ou à tout le moins, il est resté au même niveau. La classe moyenne, par contre, c'est une autre histoire. Ce qu'on voit sur ce tableau, c'est la quantité de proportion de gens qui se retrouvent à 130% au-dessus du revenu médian et 80% ou 75% au-dessous du revenu médian. Autrement dit, le monde qui sont dans le milieu. Encore une fois, le Québec fait meilleure figure que le Canada, mais sa situation ne s'est pas nécessairement améliorée. Et on voit la ligne bleue, c'est le PIB par habitant, qui a augmenté de 60%, de 1975 à 2005. Le revenu médian, lui, n'a pas suivi la courbe aussi peu. J'ai passé une longue fin de semaine à compléter les statistiques fiscales des particuliers. Et c'est avec plaisir que je vous présente ce graphique. On voit ici les revenus avant impôt au Québec en 2011, les données les plus récentes. On ne voit pas grand-chose parce que le dernier pourcent, en fait, le dernier 0,5% va très haut à 525 000 en moyenne. Ce sont des moyennes de revenus par catégorie de revenus. C'est pour ça qu'on voit des escaliers. Et en rouge, c'est le revenu d'emploi. Bon, je ne vais pas vous faire sortir vos lunettes, on va aller plus précis. À 100 000 $, on voit que les revenus d'emploi font toute la différence à partir d'à peu près le quart de la population. On voit aussi en mauve, ce sont les prestations et transferts. Ça inclut la prestation universelle pour la garde d'enfants, ça inclut le crédit de solidarité, ça inclut la RRQ, ça inclut tout ce que, pourquoi vous payez des prestations et que vous recevez à un moment ou à un autre de votre vie, ou heureusement vous n'en recevez pas parce que vous n'en avez pas besoin. Mais encore une fois, le système d'impôt, c'est un système d'assurance. Lorsque vous êtes en forme et vous travaillez, ça vous permet de mettre de l'argent de côté pour lorsque vous serez à la retraite. Ou si vous tombez malade, c'est un système assurantiel. On voit aussi que les revenus privés de retraite, donc je n'ai pas mis la RAQ ni la sécurité de revenus, sont bien répartis ici. Et on voit les revenus d'entreprise et de capital qui montent beaucoup. Évidemment, c'est concentré vers le sommet. Il y a beaucoup de gens qui vendent leur maison et sont riches une année, en quelque sorte. Et retombent en dehors du premier centile.
Mais pour vous montrer la structure du revenu de chacune de ces catégories-là, on voit que les revenus d'emploi sont présents, mais également les prestations et transferts. Et je tiens à dire que c'est des moyennes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui déclarent des revenus de travail, mais n'ont pas nécessairement accès aux prestations et transferts, alors que d'autres personnes ont accès aux prestations et transferts en partie, ils ont toutes sortes de revenus. C'est tout mélangé, c'est des moyennes. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais néanmoins, ça permet d'avoir un certain portrait. Comment expliquer la hausse? L'innovation technologique est un argument qui revient beaucoup. Avec raison. Lorsqu'on parle de la secrétaire qui n'a plus à effectuer autant de travail, taper à la main, mais pas à taper, à écrire à la main les verbatims des réunions, il y a beaucoup de gains de productivité qui ont été faits avec l'innovation technologique. Idem pour la robotisation de beaucoup de tâches répétitives, routinières. Donc, ça permet une hausse de la demande pour les travailleurs qualifiés, parce que cette machinerie, on vient l'opérer. C'est plus difficile de se trouver un bon emploi aussi. Les gens de ma génération sont plus éduqués, travaillent plus lorsqu'ils sont aux études et sont au même niveau de qualité de vie qu'une génération précédente. Autrement dit, on a augmenté la barre sans nécessairement que les gains suivent. Le secteur manufacturier baisse, c'est le même pour tous les pays développés. Et il y a une hausse du secteur des services, et ça veut dire moins de gains de productivité. Le secteur manufacturier, pourquoi c'est important? Généralement, il y a plus de gains de productivité. La finance et la gouvernance d'entreprise ont également un rôle à jouer parce qu'elles affectent la rentabilité. C'est de mettre l'emphase sur la rentabilité à court terme et la paye à la performance tire les revenus du haut, plus haut. Du paye à la performance entre guillemets parce que, par exemple, lorsque vous êtes un PDG, vous êtes payé avec des stock options et l'action de votre entreprise va mieux. Il y a des chances que ce soit à cause de gestes que uniquement vous auriez pu poser. Vous êtes récompensé pour ces bonnes actions, pour votre talent. Mais il y a d'autres fois que c'est simplement la Fed qui baisse son taux directeur, les actions s'envolent. Vous avez peu de crédit, en fait, vous n'avez pas de crédit pour ce gain. La mondialisation du commerce, c'est sûr que 2 milliards de travailleurs plus qualifiés qui s'ajoutent sur le marché du travail mondial, ça a un effet sur les travailleurs peu qualifiés des pays développés. Et forcément, il y a une perte du rapport de force au niveau syndical. Finalement, on observe au Québec une hausse des emplois précaires et à temps partiel. Extraction de rente, je marque un point d'interrogation parce qu'on manque de données pour le Québec. L'extraction de rente, c'est essentiellement tirer plus de revenus sans gain de productivité en échange. Et on le voit avec les médecins au Québec, l'augmentation de revenus qu'ils ont eue ne venait pas avec une hausse conséquente de gain de productivité. Autrement dit, c'est que de l'argent supplémentaire sans hausse de résultats. Et généralement, le taux marginal d'imposition a un impact. Ça devient plus rentable d'exiger une rente supplémentaire, un revenu supplémentaire, lorsque le taux marginal d'imposition est plus bas. Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Stéphanie Stancheva ont fait un papier intéressant là-dessus. Il y a aussi les normes sociales, entre les années 70 et aujourd'hui, ce qui est considéré comme étant juste, comme étant nécessaire pour payer ses salariés en haut ou en bas de l'échelon, a changé et ça a probablement un impact. Changements sociaux. Les normes sociales changent, je viens d'en parler. Changement dans la composition des ménages. S'il y a plus de ménages qui sont des personnes seules, forcément le revenu, les inégalités de revenus de ménage vont devenir plus grandes. Il y a également le fait que les gens se marient davantage entre eux, entre une classe sociale. Les gens qui, pour faire ça simple, avant l'infirmière mariait le médecin, aujourd'hui les médecins se marient entre eux. Et ça a un impact parce que la personne qui travaillait et qui avait un revenu élevé, qui se mariait avec quelqu'un qui n'avait pas de revenus ou peu de revenus, ça permettait de hausser le revenu moyen des ménages. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Il y a des changements du cycle de la vie active. Les gens étudient plus longtemps, les gens vivent plus longtemps.
forcément, il y a moins de temps de travail sur l'espace d'une vie. Ça a un impact sur les écarts de revenus. Et il y a des changements sociologiques dans la participation politique. Les groupes qui contestent pour avoir un changement politique sont davantage fragmentés depuis les années 60. Je ne sais pas si on peut comparer au Québec si ça a un gros impact ou l'impact est négligeable. Tout ce que je viens de vous nommer sont des changements qui ont lieu un peu partout à travers le monde dans les pays développés. Mais on ne sait pas si au Québec c'est plus l'un ou plus l'autre. Il faudrait davantage d'études sur ce sujet. Changement politique. Il y a eu une baisse du taux marginal d'imposition depuis le milieu des années 80. Il était à 70 c'était presque 70 de taux marginal d'imposition. Aujourd'hui, il est à, on va dire 50 les gains en capital sont moins taxés qu'auparavant. Il y a eu l'abolition de l'impôt sur les successions en 85. Ça a un impact sur la distribution et la redistribution des revenus. Il y a également une hausse des cotisations, des taxes et tarifs, donc une baisse des éléments progressifs du système fiscal et une hausse des éléments régressifs du système fiscal. Évidemment, les personnes en bas sont exemptées, mais les personnes qui sont juste au-dessus du seuil sont davantage affectées. Il y a une baisse donc, il y a une baisse de l'effet redistributif de l'État et il y a une limitation de l'accès aux programmes sociaux. Ça faisait partie notamment de la réforme de l'aide sociale depuis les années 90, début 2000. Puis on peut aussi ajouter l'assurance-emploi. Et donc, il y a beaucoup plus limité pour les prestations. Et finalement, le changement de philosophie d'intervention, avant c'était davantage, bien, il faut donner des ressources aux gens qui en ont besoin. Et maintenant, il faut donner les outils aux gens qui en ont besoin. Donc, on mise davantage sur l'éducation, on rend davantage des transferts conditionnels et on espère mieux outiller les gens. Puis je suis sûr que pour certains cas, ça a probablement été bénéfique. Mais ce que ça a aussi comme conséquence, c'est que ça déresponsabilise l'État. Si ça ne fonctionne pas, ta faute. Tu avais juste à mieux tirer les billes du jeu. Bon, c'est bien de parler d'inégalité, mais est-ce que concrètement ça a un impact dans nos vies? Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? C'est un problème? Bien, notamment selon le Fonds monétaire international qui a sorti quelques études dans les dernières années, ça a un impact important sur la croissance économique. Et là, je dis notamment le FMI parce qu'il y a d'autres études depuis le milieu des années 80 qui sont penchées sur ce sujet. Le Fonds monétaire international observe que ça a un impact négatif sur le taux de croissance, sur la durée de la période de croissance. Les périodes de croissance sont plus courtes. Et il y a une récurrence plus grande et l'ampleur est plus importante des crises économiques. Ce qui ne s'applique pas nécessairement à toutes les crises, mais 2008 et 1929, il y a eu des travaux qui ont été faits sur ce sujet. Et c'est de ces crises-là qu'on parle. On parle de propension marginale à consommer. Plus on gagne de revenus, moins on consomme. Plus on met d'argent. C'est normal. Mais lorsqu'on observe les tendances au niveau des inégalités, ça a un impact. Ça a un impact parce que si les revenus de la classe moyenne stagnent, bien, il y a un phénomène au niveau des inégalités, c'est bien documenté, notamment par l'économiste Robert Frank de l'Université Cornell. Ça pousse à consommer pour rivaliser son voisin. Ma montre ne vaut pas 10 000 $. Si ma montre valait 10 000 $, elle ne serait pas nécessairement meilleure, elle ne serait pas plus efficace, elle donne l'heure de toute façon. La raison pourquoi est-ce que j'aurais une montre à 10 000 $, ce serait pour montrer mon statut social. Plus une société est inégalitaire, plus ces éléments-là sont importants dans nos relations sociales. Et si le revenu stagne, bien forcément, l'endettement augmente. Concentration des revenus vers le sommet, ça aussi ça a un impact parce que s'il y a autant d'argent qui, au lieu d'être consommé par le cœur de la société, on peut dire la classe moyenne, à la place, cet argent-là, elle va au sommet et elle est épargnée. C'est de l'argent qui ne roule plus dans l'économie réelle, mais à la place qui s'en va dans la finance et qui n'est pas nécessairement réinvesti, qui sert parfois à la spéculation et ça a comme conséquence de l'instabilité financière. C'est sûr que si un actionnaire cherche à avoir une rentabilité, un return on equity, un retour sur investissement de 15% en moyenne, et que la croissance économique est de 1 à 3%,
forcément, il va y avoir des paradoxes, des contradictions qui vont finir par aboutir avec l'instabilité. Et la logique financière du court terme, souvent, ça se fait au détriment de l'investissement. Donc, pourquoi est-ce que c'est un problème? Hausse de l'instabilité financière, la logique court-termiste. Demande agrégée, donc une baisse de la consommation. Et également une baisse de la mobilité sociale des opportunités. La société se vide, en quelque sorte. Ici, on voit la relation entre la mobilité sociale et les inégalités de revenus au sein des pays développés, des quelques pays en voie de développement. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le sujet. Il y a aussi beaucoup de travaux qui restent à faire pour clarifier les liens, parce que les liens ne sont pas évidents. C'est un peu le problème avec les écarts de revenus, mesurer la chose. On compare entre pays, on fait une étude de cas, mais souvent, en même temps, il y a un impact avec la croissance économique. Il y a un impact avec au taux d'intérêt, avec le chômage. Tous ces indicateurs-là, lorsqu'ils bougent, c'est très difficile d'avoir, de cibler avec précision l'impact des relations. Sauf que ça, c'en est une qui est récurrente. Il y a aussi le décrochage scolaire. Ici, on voit les 50 États aux États-Unis, dans une égalité de revenus corrélée avec certains élèves qui décrochent. Et il y a beaucoup d'autres travaux qui ont été faits au niveau des pays développés, et c'est une relation qui est assez constante. Donc, ça a un impact sur le décrochage scolaire, et ça a aussi un impact sur la santé. L'impact sur la santé est l'un des impacts les mieux démontrés au niveau des inégalités de revenus, parce que ce sont les conditions. Mais aussi parce que c'est une question de gradient social. Le gradient social, c'est où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres. Et ça, c'est présent dans toutes les sociétés, riches ou pauvres, où est-ce qu'on se situe par rapport à l'échelle de revenus, un impact sur notre santé. Ça, c'était le titre, les inégalités dessus, c'était le titre du communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé, d'il y a 1 an ou 2. Et pourquoi est-ce que ça a un impact? On a parlé des ressources, mais il y a également les conséquences psychologiques, plus de stress. Le statut social a un impact sur notre santé. On est prêt à travailler plus pour atteindre un certain objectif. Donc, une baisse de la qualité de la main-d'œuvre, forcément. Ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur l'éducation, ça va avoir un impact à long terme sur la croissance économique. On remarque aussi une corrélation au niveau de la corruption et des possibilités de détournement de l'État. C'est sûr que s'il y a des ressources qui se concentrent au sein de certains groupes, ça peut avoir un effet sur les politiques publiques, ça a une influence. Une baisse de la confiance, tant au niveau de entre nous qu'envers les institutions. On parle du judiciaire, on parle du politique, on parle des institutions économiques, et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres conséquences sociales qui ont été soulignées. Et ces problèmes-là sont tous plus importants dans les sociétés qui sont plus inégalitaires. Il y a aussi des conséquences sur la démocratie. C'est quand même important, la démocratie. Ça nuit à la cohésion sociale, trop d'écart de revenus. Ça mine au principe d'une personne, un vote. Et il y a une baisse de la participation citoyenne qui est observée. Ce qui n'est jamais bon pour des bonnes politiques publiques. Quelle solution? Mieux documenter le phénomène serait ma première suggestion, parce que on manque d'informations. Ça fait peu de temps que ce phénomène revient à l'avant-plan. Les chercheurs commencent à vraiment s'y pencher. Mais pendant longtemps, le champ d'étude des inégalités a été peu étudié et c'est un phénomène qui est complexe. Donc, mieux documenter le phénomène serait ma première suggestion. S'attaquer aux causes plutôt qu'aux symptômes. On a vu les problèmes avec la santé, on a vu les problèmes avec le décrochage scolaire, on a vu des problèmes avec tous les problèmes sociaux. C'est sûr que si on s'attaque qu'aux symptômes, qu'on ne s'attaque pas à la cause, on dépense beaucoup d'argent pour quelque chose qui va revenir. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut dépasser la réduction à la pauvreté. Si on ne pense qu'il ne faut pas s'attaquer aux inégalités, il faut vraiment juste s'attaquer à la pauvreté. À mon sens, c'est faire fausse route, et les données vont dans ce sens-là. Également, des pays qui s'attaquent uniquement à la pauvreté, à la réduction de la pauvreté. On va aider seulement vraiment ceux qui en ont vraiment besoin. C'est les pays anglophones qui ont l'État par rapport, le poids du PIB de l'État par rapport à l'économie dans son ensemble le plus faible au sein des pays développés. Généralement, c'est ceux qui dépensent le plus pour
réduire la pauvreté, c'est sûr que proportionnellement aux dépenses, au lieu de dépenser sur la classe moyenne, au lieu de dépenser sur des programmes universels, c'est aussi les pays qui ont le plus d'inégalités, c'est aussi les pays qui ont le plus de taux de pauvreté, les taux de pauvreté les plus élevés. Il n'y a pas de solution unique. Ce n'est pas en mettant tous nos œufs dans le même panier qu'on va produire des bons résultats. C'est vraiment une combinaison de leviers. Il y a une série d'études qui a été financée par la Commission européenne, un projet de 12 millions de dollars. Ça n'a jamais été, un projet aussi important n'a jamais été mis en place, quelque chose de comparable. C'est le Gini Project qui a eu lieu de 2012 à 2014. C'est de mémoire 80 chercheurs, 30 études de cas sur les pays de l'OCDE. Tous les sujets ont été abordés. Et dans leur constat, ce qui fonctionne, et c'est une de mes propositions de solution, c'est de s'inspirer de ce qui fonctionne, les conventions collectives, la régulation du marché du travail, le salaire minimum, les impôts et le transfert. Ce sont leurs constats. Et je pense qu'il faut cesser de démoniser l'impôt. L'État n'est pas un trou noir. L'argent qui va dans l'État, on l'a vu tout à l'heure, il est en grande partie redistribué. Il y a une étude qui a été faite, The Economics of the Welfare State, par un économiste britannique, Nicholas Barr. Essentiellement, les dépenses de l'État, les dépenses sociales de l'État, c'est 3 tiers. 1 tiers pour réduction de la pauvreté, 1 tiers pour des programmes assurantiels. Si vous êtes malade, on va vous êtes assuré. Si vous tombez enceinte, vous êtes assuré. Et le 3e tiers, c'est l'argent que vous-même vous redistribuez pour plus tard, la retraite. Vous le faites de ne pas payer d'impôts lorsque vous êtes aux études, puis en plus on vous finance vos études, vous allez leur payer de toute façon en impôts plus tard avec l'argent supplémentaire que vous allez faire. Et finalement, je pense que c'est important de mettre l'emphase là-dessus. Le niveau d'inégalité est un choix de société. L'Allemagne, le Canada, la Suède ont des PIB par habitant comparables. Ils ont une situation complètement différente au niveau des écarts de revenus, au niveau de la pauvreté, au niveau des écarts en général et le 1%. Leurs actions qu'ils font sont différentes. Les gens font des choix. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à tolérer davantage d'inégalités? Je pense que ce n'est pas aux spécialistes à trancher la question au final. Ce sont citoyens. Ce qui me ramène à l'Institut du Nouveau Monde. Le rendez-vous stratégique a déjà mis en place une encyclopédie en ligne, la plus grande au monde, par ailleurs, 80 entrées. Des vidéos, une caravane citoyenne qui a consulté 3000 personnes l'été dernier dans toutes les régions du Québec. 3 personnes sur 4, par ailleurs, souhaitaient une réduction des inégalités au Québec. Des cafés citoyens qui vont avoir lieu, il va y avoir 20 cafés citoyens dans toutes les régions du Québec qui vont avoir lieu au cours des 2 prochains mois. Une simulation à grande échelle ici, le Québec est un village de 100 personnes. Un ouvrage collectif qui sort la semaine prochaine, un simulateur de revenus qui va être mis en ligne la semaine prochaine, et finalement un rendez-vous national. Puis, de l'un évangile, nous allons porter les constats et propositions des citoyens vers les décideurs économiques, politiques et sociaux pour leur faire part des constats des citoyens sur cette question. Sur ce, j'aimerais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invité. Je vais continuer à partir d'où? Je vais mettre ça en... Voilà. Donc, je vais mettre ça en mode plein. Je vais continuer d'où Nicolas a commencé. En fait, je vais je vais m'éloigner du micro. Je suis habitué de parler dans les classes à l'UQAM, on n'a pas de micro, on projette, comme dans les théâtres. Donc, je vais faire plutôt ça. Je vais parler d'économie politique des inégalités. Je vais approfondir avec vous, peut-être élargir un peu les outils conceptuels, proposer d'élargir les outils conceptuels qu'on a comme économistes pour examiner la question des inégalités de revenus et des inégalités de richesse. Pourquoi il faut élargir, je pense, nos outils? Parce qu'on est confronté à des nouveaux processus inégalitaires, on est confronté à des nouvelles dynamiques, premièrement. Deuxièmement, on est confronté aussi à un discours dans la société sur les inégalités. J'ai mis le mot « classe » là, qui nous confronte avec un mot que l'économiste a rangé dans le fond du tiroir depuis au moins une centaine d'années.
mais qui était au cœur du travail des économistes du 19e siècle. Au 19e siècle, chez les classiques, que ce soit chez Adam Smith, chez David Ricardo, que ce soit du côté John Stuart Mill ou quelqu'un comme Marx, c'était un mot qui était central à l'analyse de la société. Et je crois que ça pourrait être un ajout utile à la compréhension des phénomènes contemporains. Pourquoi? Parce que les inégalités se présentent aujourd'hui à travers un discours sur une classe sociale, qui est la classe moyenne. Et le problème, comme économiste, c'est qu'on a peu d'outils sérieux pour analyser c'est quoi la classe moyenne, à part de dire que c'est deux écarts types de la médiane, deux écarts types de la moyenne. C'est ce qu'on fait habituellement, c'est ce que Nicolas fait tantôt, c'est ce que moi je fais, c'est ce que les spécialistes qui s'intéressent à la question vont faire. Mais outre, une fois qu'on a fait ça, on arrête à peu près là. Alors, je pense qu'on a besoin de complexifier puis de diversifier nos outils pour pouvoir comprendre pourquoi que la société pose la question des inégalités actuelles, non pas en termes de pauvreté. On n'est pas en train de se déchirer la cheville sur la place publique en disant les pauvres crèvent de faim. Non, on est en train de parler de la crise, de la faim, de l'instabilité de la classe moyenne. On s'inquiète de la classe moyenne et tous les partis politiques ont un programme pour la classe moyenne, ce qui est assez paradoxal parce que le spectre politique est quand même assez large au Québec maintenant et tout le monde prétend parler au nom et répondre aux besoins de la classe moyenne. Alors, je pense que comme économiste, ça nous interpelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi la classe moyenne? Comment on peut la penser? Je vais donc faire un détour par un ensemble d'outils théoriques pour peut-être proposer quelques éléments. C'est vraiment une pensée en chantier. Je ne vous présente pas raisonnement fini. C'est vraiment quelque chose. Alors, le plan de présentation, essentiellement oral, j'ai peu de diapositives. J'ai quelques chiffres à vous montrer, issus de recherches récentes. En fait, il y a un cycle de recherche qu'on est en train de boucler autour des inégalités face aux revenus financiers. On a travaillé à partir de l'enquête sur la sécurité financière 2005 et on attend avec appétit ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'ESF, l'enquête sur la sécurité financière de StatCan, qui a été faite en 2010. Ça devrait sortir d'une semaine à l'autre, en fait. C'est 2010 ou 2011, en tout cas. 2012, non? Ah, 2012. Ah oui, si longtemps que ça, ils ont attendu 7 ans. En tout cas, bref, cette enquête-là, c'est 20 000 ménages, sur représentation des ménages favorisés. Et c'est une enquête qui porte sur leurs avoirs et leurs revenus. C'est une enquête extrêmement utile pour le chercheur. Donc, beaucoup des données que je vais vous présenter, le peu de données en fait, mais elles viennent tous essentiellement de ce travail-là. Alors, je vais commencer par revenir sur les trois grandes approches théoriques pour comprendre les inégalités de revenus. L'approche néoclassique, l'approche conventionnelle, à partir des idées de convention, puis l'approche classique. Puis en fait, je vais les hiérarchiser, parce que chacune s'intéresse à un niveau différent, puis en fait, il y a peut-être moyen de les emboîter les unes dans les autres. Puis plusieurs chercheurs vont faire ce travail-là. L'approche néoclassique, en termes de marché, va nous parler du niveau micro. L'approche conventionnelle du niveau méso, au niveau des organisations, des grands corps sociaux, et l'approche classique, c'est une analyse macroéconomique. On va aller après dans quelque chose de plus peut-être, pas difficile, mais un peu plus sec. Comment comprendre un régime d'accumulation et son rapport avec les inégalités. Puis là, je vais essentiellement m'inspirer des travaux de Marc Lavoie et de l'école post-keynésienne en général, Jim Crotty, Marc Lavoie et d'autres, ainsi que mes propres travaux. Pour revenir après à cette idée de classe moyenne, un peu avec ces outils. Là, faire sens de la classe moyenne et quelques conclusions après le contexte dans lequel la question des inégalités va se poser au Québec dans les années à venir. Trois contextes là, qui me semblent importants à rappeler. Et je veux un peu peut-être faire un clin d'œil, à toute fin, si j'ai le temps, sur l'hystérie autour de la réforme qu'avait proposée le ministre des Finances péquiste, Nicolas Marceau, au début de son mandat, cette question d'imposer différemment les gains en capitaux. Ce n'est pas la mesure en tant que telle qui m'intéresse, mais plutôt l'hystérie collective qui s'est faite autour de cette proposition, la réaction qu'il y a eu, qui est extrêmement intéressante, qui en dit long sur les incapacités structurelles, je crois, au Québec actuellement, de répondre aux processus inégalitaires qui nous traversent. C'est un peu, et là, je dis tout de suite quelque chose sur moi. Je ne suis pas quelqu'un quand je fais des analyses, de très jovialiste, je suis plutôt sombre, je suis plutôt connu comme quelqu'un qui déprime le monde, mais bon, je vais essayer quand même. Attendez-vous pas à la fin de mon exposé des grandes solutions. Je vais vous exposer les problèmes, puis on va essayer de se donner des outils pour les comprendre. Et je vous présente un chantier plutôt qu'une réflexion qui est complètement à point. Dernier élément, puis je pense que ça m'amène tranquillement pas vite vers le premier point, mais je vais vous demander,
on a un réflexe comme économiste et comme citoyen aussi à penser les inégalités en termes de stratification. Donc, on voit une échelle. Et là, je vais vous demander un exercice différent. Je vais vous demander de penser en termes de polarisation, donc comme un aimant, c'est-à-dire des pôles. Et ces pôles-là, et on le voyait très bien avec les données de Nicolas tantôt, quand on a regardé le ratio PIB sur habitant versus le revenu médian, on voyait qu'il y avait une trajectoire distincte. Il y avait une trajectoire de la croissance de l'économie très intéressante, et il y avait une trajectoire de la non-croissance ou de la stagnation du revenu médian. Ce qui veut dire que les processus semblent relever de mécanismes différents. Et l'idée de polarisation sociale, c'est de dire que peut-être que dans la société, c'est une hypothèse de travail avec laquelle je fonctionne depuis quelques années, peut-être que dans la société, dans notre économie, il y a en fait des groupes d'individus qui se rapportent à la croissance de manière très différente. Et c'est là, les inégalités sont le reflet d'un mécanisme de rapport différent à la croissance et à l'accumulation. En fait, ça ne veut pas dire la même chose dans une économie, par exemple, qui connaît des bulles financières, d'être endetté, versus quelqu'un, de l'autre côté, qui détient un portefeuille d'actifs financiers très liquide. On comprend que ces gens-là sont devant la croissance de cette économie financière, on parle de ça, puis j'en vais revenir tantôt, on comprend qu'ils ont un rapport très différent. Un peut participer activement, et l'autre est plutôt en état de subir, puis d'avoir peur de perdre sa carte de crédit sur laquelle il dépend pour boucler son épicerie. C'est un peu une des histoires qui peut être racontée avec ce qui s'est passé aux États-Unis en 2007-2008. Ce qui m'amène à un autre propos introductoire. Je parle de processus qui sont à l'échelle de l'Amérique du Nord. Le Québec se situe à l'intérieur de cet espace, mais le Québec a son, et on l'a vu avec les données tantôt, sa spécificité, sa trajectoire propre, mais il ne faut pas penser que grâce à notre modèle québécois, pour prendre un concept comme un autre, on échapperait entièrement à ces processus. Il ne faut pas se raconter l'histoire que parce que nous, on a, oui, réussi à date à mitiger, à ralentir le processus de polarisation sociale, que les déterminants sous-jacents ne travaillent pas notre société. Elles le travaillent, mais on a des outils ici. C'est peut-être l'aspect plus intéressant. On a des outils, on a des forces à partir duquel on peut agir sur ces mécanismes. Peut-être un dernier point, mais ça, je pense que ça a été très bien montré par Nicolas tantôt. Le problème de l'inégalité qu'on observe, c'est le problème, je pense, qui a été mis au goût du jour par Occupy. C'est donc pas un problème de pauvres et de pauvreté, c'est le problème posé par l'explosion des revenus par le haut plutôt que par l'effritement ou l'effondrement des revenus par le bas. C'est donc pas un problème, celui classique qu'on avait dans les années 80-90, c'était la société en sablier, le Québec cassé en deux, c'est les titres d'ouvrages qui avaient été publiés à l'époque. On n'est pas face à ça, c'est pas ça qui fait le débat public au Québec actuellement, ni en Amérique du Nord. C'est plutôt comment comprendre qu'une fraction importante de la population voit ses revenus stagner pendant qu'une petite minorité, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, voit ses revenus augmenter. Et là, bon, c'est des données qu'on peut connaître. Hein. J'ai pris les données du Centre canadien de politique alternative. Il y en a plusieurs là. Bon, on a le 1%, on a en termes de richesse, en termes de revenus, et on a l'évolution du revenu médian de toute la période d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Cette divergence-là qui, pour certains, nous dit, bien, ça nous ramène, si je me place ici, on est en train de retourner aux années 20 à certains égards. Est-ce que c'est ça qui se passe réellement? Et ça veut dire quoi de dire qu'en termes de part de richesse au Canada, on retourne aux années 20? Ça veut dire quoi concrètement? Donc, c'est ces phénomènes-là qui m'intéressent. C'est eux que je veux comprendre. Qu'on les comprenne en termes de part de revenus, de part de richesse, et aussi, et ça je vais y revenir beaucoup, en termes de source de revenus. Qu'est-ce qu'il y a de distinct aujourd'hui, de distinct entre les deux groupes qu'on va regarder, c'est-à-dire les gens qui vivent essentiellement de leur revenu de travail versus ceux qui semblent avoir un rapport différent à la croissance et qu'est-ce qu'ils ont en termes de source de revenus qui est différent. Alors rapidement, qu'est-ce que la recherche nous dit? Alors que ce soit les travaux de Piketty, de Saez, de Nicolas pour le Québec, d'une étudiante que je dirige, Julia Pasca, qui a travaillé à l'IRIS, des gens du CCPA, d'emblée, je peux rentrer dans une première lecture. Ce qui polarise la société, c'est essentiellement une différence entre des gens dont l'essentiel du revenu provient du travail, sous la forme de salaire,
qui voit ces revenus-là stagner. Et on parle essentiellement des quintiles de 2 à 4, ce qu'on peut appeler la classe moyenne élargie. Puis je vais revenir sur cette question-là tantôt. Le quintile 5 est assez particulier, assez difficile, plus compliqué à théoriser. Donc, quintile 2 à 4. Le quintile 1, c'est plutôt bien porté dans la période récente, en fait. Il y a eu une amélioration de la situation du quintile 1. Ce quintile 2 à 4 vit essentiellement de travail, de revenus d'emploi, bénéficie pour le quintile 2 de transferts fiscaux. En même temps, ont vu leur revenu stagner et ont vu leur endettement croître de manière systématique et soutenue, et ce jusqu'en 2010. À partir de 2010, l'accroissement de l'endettement des ménages pour consommation, je tasse l'hypothèque, je le mets de côté pour le moment, je parle juste de l'endettement pour la consommation. Je vais vous montrer les données tantôt pour le Canada et le Québec. Je parle juste de l'endettement pour la consommation. Cette progression de l'endettement qui commence dans les années 90, il se stabilise en 2010. Il progresse de 2008 à 2010 de manière très, très importante. On peut croire par ailleurs que ces ménages ont utilisé la carte de crédit comme assurance-emploi compte tenu de la réforme de l'assurance-emploi et compte tenu qu'une majorité, pas une majorité, mais une part plus importante de travailleurs n'avait pas accès à l'assurance-emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ces ménages? Ces ménages ont des actifs, effectivement, des actifs immobiliers pour la plupart. C'est leur richesse tangible, elle est sous forme d'un actif résidentiel, mais il est hypothéqué. Ils ont une hypothèque sur leur maison. Et une fraction, et là, c'est transversal par rapport au quintile. Qu'on prenne le quintile 2, 3 ou 4, il y a une fraction à l'intérieur de chaque quintile qui épargne. Sauf que l'épargne n'est significatif que pour ces ménages qui bénéficient d'une épargne institutionnalisée sous la forme de régime de retraite. Ceux qui n'ont pas accès au régime de retraite dans les quintiles 2, et 3 et 4 n'épargnent pas de manière significative. Dans le quintile 5, les gens réussissent à piler dans les REER, à avoir accès à des fonds mutuels. Mais 2, 3, 4, on oublie ça, c'est marginal. C'est à peine le revenu d'une année de retraite. Donc, ceux qui ont accès à un régime, qui sont dans une situation qu'on peut dire d'épargne forcée, avec contribution de l'employeur, sont ceux qui épargnent. Les autres n'ont pas d'actifs financiers significatifs en tant que tels. Si on va du côté de ce qu'on peut appeler le 1% ou même le 0,1%, qu'est-ce qu'on retrouve? Encore là, très globalement, qu'est-ce que les études qui ont porté sur cette population nous montrent? C'est beaucoup plus complexe que juste l'idée que ça serait le patronat, ou ça serait l'élite financière. On a les professions libérales, on a les cadres d'entreprise, les directions d'entreprise, on a du personnel scientifique et technique clé qui se trouve dans cette population. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe et qui est important à relever? Premièrement, qu'une part importante des revenus est sous forme de salaire, que la portion de revenus qui viendrait d'une appropriation directe du profit d'entreprise et de l'entrepreneur classique, là, qui à la fin de l'année, il regarde c'est quoi mes bénéfices, puis qui sert de ça pour vivre, c'est marginal. Ça, c'est l'histoire des années 30, 40, puis ça commence à diminuer dans les années 50. Notre histoire à nous, c'est une élite d'affaires ou une élite économique qui plutôt vit le salaire à laquelle s'ajoutent des revenus financiers sous la forme, on peut dire à la limite de rente, des gains en capital, des dividendes et des nouveaux instruments de rémunération que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissez très bien, sous la forme d'options d'achat, mais la nouvelle tendance étant l'unité d'action fictive pour des raisons à la fois fiscales et comptables. C'est vraiment vers là que s'en vont les entreprises au Canada. Depuis 3 ans, là, on suit ça dans mon groupe de recherche et on a vu vraiment le basculement global des entreprises importantes au Canada vers cette nouvelle forme de rémunération. Mais bref, des formes de rémunération qui, elles, c'est ce qui est intéressant, sont capables de s'arrimer à la croissance économique, suivent la croissance économique et même la dépassent. Et donc, on a une trajectoire très distincte en termes de revenus, entre donc un revenu qui stagne, qui ne suit pas la croissance. Et quand on voit un écart entre la croissance économique et le revenu médian, la question comme économiste qu'on doit se poser, c'est qui capture les gains? Ça s'en va où? Est-ce que ça s'en va à l'extérieur? Est-ce que ça s'en va dans le futur, sous la forme d'épargne du régime de retraite? Est-ce que ça s'en va dans l'État? L'État absorbe tout ça, cette croissance-là, dans le trou noir. Ou est-ce que ça s'en va dans une
sous d'autres formes, sous la forme de dividendes, de profits, de droits sur les profits. Et donc, ça, c'est les questions qu'on doit se poser. Quand on parle de polarisation, ben, c'est un peu vers là qu'on s'en va. Alors, juste pour vous montrer un peu, on a regardé tantôt les ménages, peut-être quelques éléments rapides sur les entreprises. Trajectoire des entreprises au Canada, donc ces moteurs de la richesse. Alors, si on regarde le premier graphique en haut, alors c'est les données de CanSim, c'est les données donc agrégées sur le secteur des entreprises incorporées au Canada. C'est les données que j'ai mis, si ce n'est pas des pourcentages, ça va être en dollars constants de 2013 habituellement. C'est moi qui ai fait les calculs. Je peux vous donner des tables, puis je peux vous envoyer les fichiers si vous les voulez. Donc, premièrement, si on regarde les entreprises incorporées canadiennes, part du profit sur le PIB, alors c'est le profit après impôt. Okay? Donc, on voit, il y a eu une tendance jusqu'à la crise nette d'amélioration de la situation des entreprises au Canada, c'est-à-dire que leur part de profit passe de, si on suit la régression linéaire, là, passe d'à peu près 10 de droite jusqu'à, on atteint un sommet de 17 mais on peut se dire qu'on est autour des 15 Et avec la crise, une correction. Dans cette donnée, on a les banques. Hein, alors là, j'ai fait une deuxième donnée pour extraire le secteur financier. Alors, regardez juste, donc, les entreprises non financières. Alors là, ce qu'on voit, c'est plutôt une stabilité. Stabilité qui tourne autour du 8 Donc, depuis 1997, ça c'est plus des données plus récentes, mais on voit que la part des entreprises financières est assez stable. Alors, quand on regarde en bas ici, deux autres données qui sont importantes pour les propos qui vont suivre. Alors ici, on regarde les dividendes que les entreprises déclarent versés. Encore là, c'est les données de CanSim, donc c'est les données agrégées, en pourcentage des bénéfices avant impôt. Dans la théorie économique standard, on a cette idée que les entreprises ont leur profit qui vient de leur revenu d'opération, puis après ça, ils vont diviser ça. Ils vont évidemment payer leur impôt, ils vont après ça faire, ils vont possiblement, ça dépend si quelle mesure qu'on prend, on peut prendre celle avant amortissement, avant paiement d'intérêt. Si on prend juste avant impôt, eh bien, ils vont payer leurs impôts, puis après ça, bien, ils vont en garder une partie, et l'autre partie va être versée, le résidu va être versé aux actionnaires sous la forme de dividendes. Ça, c'est la théorie. La réalité est que pendant certaines périodes, surtout après la crise, on a un ratio de dividendes sur bénéfice avant impôt de 70 Il n'en reste plus pour l'impôt, il n'en reste plus pour mettre de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une économie où il y a un ratio de dividendes imposés que les entreprises doivent valider. L'impôt, le dividende n'est pas quelque chose de résiduel, on en donne ce qu'on en a. Le dividende dans notre économie, dans le type d'économie qu'on a, est un flux de revenus stable qui va du secteur des entreprises vers ceux qui détiennent les actions. Il faut le voir comme ça. C'est une rente qui doit être versée. Et si elle n'est pas versée, eh bien, l'entreprise va être sanctionnée. Comme on connaît les mécanismes de sanction de ces entreprises-là sous la forme de baisse de leur valeur boursière. Alors ça, c'est, je pense, un mécanisme à garder en tête qui est important pour comprendre cette trajectoire différentielle dans notre économie. C'est clair que si tu détiens des actions pendant la crise, ben, il y a du revenu qui rentre même si tu perds ta job. Donc c'est sûr que détenir des actions ou détenir une dette, ça ne veut pas dire la même chose pendant cette période. Autre aspect qui est important, dernier aspect que je veux montrer, qui est aussi, je pense, un élément contextuel dont on doit tenir compte. Alors ça, c'est l'évolution des profits des entreprises non financières uniquement. Je n'ai pas mis les banques là-dedans. En fait, pourquoi ces données-là? C'est parce que je m'intéresse à pourquoi on a une situation où les entreprises canadiennes détiennent 604 milliards de dollars en dépôts bancaires, essentiellement en dollars US ou en dollars canadiens. C'est un problème pour un économiste. C'est pourquoi on en est rendu là. 32 du PIB est détenu sous la forme de dépôts bancaires par les entreprises qui devraient l'investir. Et c'est dans ces recherches-là que s'est intéressé un peu à ce qui a fait les profits. Alors, je reviens à ce graphique-là. Autre aspect qui me semble important, le ratio de profit avant impôt, excusez-moi, de profit après impôt sur profit avant impôt. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement la part
de profit que les entreprises gardent versus la part qu'elles doivent donner à l'État sous la forme de paiement d'impôt. Puis ça varie d'année en année. C'est un stock qui varie d'année en année. Mais il y a une tendance quand même assez importante. De 90 à 2012, on passe de 6 $ que tu gardes, puis tu en perds 4, à 9 $ que tu gardes, et t'en donnes 1. Donc là, on voit vraiment un basculement majeur qui, encore là, peut commencer à aider à expliquer cette polarisation dans les revenus qu'on voit, dans la mesure encore là où si ton revenu se rapporte non pas à la croissance, mais si ton revenu se rapporte au profit, si ton revenu se rapporte au profit ou au dividende, eh bien, tu es face à une économie très différente qu'une économie qui croît à 2%. Tu comprends que tu es confronté à quelque chose de très différent. Dans les inégalités financières, je vais y venir tantôt, je vais laisser ça là-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ce premier constat, comment on peut expliquer maintenant quels outils qu'on a pour essayer de comprendre ces inégalités de revenus, cette tension qu'on voit apparaître dans le discours entre 1%, qui est très contestable. Hein? Le chiffre comme tel n'est pas très intéressant, c'est ce qu'il représente, et je dirais une classe moyenne élargie. Alors, de manière, je dirais, conventionnelle ou traditionnelle en économie, on va expliquer le revenu, le droit à un travailleur sur le revenu à travers l'idée du marché du travail. Il y a un stock, on a une dotation capital humain. On va être plus ou moins productif en tant que travailleur et on va être rémunéré en fonction de cette productivité de notre travail. Et donc, en théorie, la progression ou l'évolution